Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, vous voulez décrypter 2 vidéos qui vous ont particulièrement amusé, je crois. Et oui, Liselotte, j'aurais pu vous parler des européennes, de l'Ukraine, comme je le fais souvent, ou encore de ce qu'il se passe chez Pascal Praud chaque matin. Mais non, cette fois, ce sont 2 extraits vidéo qui ont énormément circulé sur les réseaux et qui, pour l'un, nous désespèrent de voir un membre du gouvernement si incompétent sur des sujets aussi cruciaux. Et pour l'autre, une bouffée d'espoir qui nous fait réaliser que non, les politiques ne sont pas tous pourris. Loin de là. On en a besoin. On en a besoin. Alors, comme le veut la tradition, je commencerai par la vidéo la plus pathétique, celle de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui était invitée sur un plateau pour parler de la dette. Mais quand une macroniste habituée à nous ressortir de vieux éléments de langage rencontre un expert en la matière, ça donne un joli moment de malaise. Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette ? Qui sont les acheteurs des titres obligataires ? Mais attendez, je pense qu'on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, Nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous ? Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète ? Qui sont les prêteurs ? Des fonds étrangers ? La BCE ? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils ? Des fonds chinois, américains ? La Banque centrale ? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Ah, c'est dur. Alors, titre obligataire, dette extérieure ou encore banque centrale sont des termes qui me mettent très vite mal à l'aise. Car oui, l'économie comme la religion ou le sport sont des thèmes que je n'aborderai jamais en profondeur tellement je n'y connais rien. Mais moi, je n'ai pas la prétention de candidater à un poste de porte-parole d'un gouvernement qui a presque doublé notre dette en 7 ans. Et c'est aussi pour ça qu'à la place de Prisca Thévenot, je ne chercherai pas à esquiver des questions aussi précises avec des pirouettes langagières sorties tout droit de McKinsey. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a achetée ? Cette dette dont vous parlez, elle permet quoi ? Elle permet de financer notre modèle social, de continuer à financer nos services publics. Et oui, il y a un enjeu aussi de regarder grâce à qui et grâce à quoi nous permettons de financer cette dette. Sur 2017, 2018, 2019, nous avons maîtrisé le déficit. Nous sommes passés sous la barre des 3%. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien oui, il y a eu des opérations de quantitative easing. Non. Et ensuite, il s'est passé sur la dette. Je vais finir ma phrase, si vous permettez, monsieur. Je peux vous poser une question, tout de même. Alors, allez-y. Voilà, il y avait eu des opérations de quantitative easing qui avaient démarré en 2015 et qui ont permis de financer le train de vie de l'État, si je puis dire. Le régalien, l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire l'achat de titres par la Banque Centrale Européenne, qui est la Banque Centrale de la France également. Pourquoi on a augmenté le poids de la dette au cours des dernières années ? C'est pas simplement par des opérations financières. Enfin, pardon, il y a eu la crise Covid, il y a eu la crise de l'inflation. Ça, c'était avant la crise Covid, 2015. Non, mais attendez. Voilà, donc, et pour terminer, une dernière séquence de cet échange lunaire avec Prisca Thévenot, et car il faut bien nommer son contradicteur, Tom Benoît, rédacteur en chef de la revue Géostratégie Magazine. Je vous le redis encore une fois et je vais essayer de terminer juste 2 phrases. Je vous en prie. Merci, monsieur. Donc en fait, en 2017, nous sommes arrivés effectivement avec Emmanuel Macron en 2017. Ça ne veut pas dire que nous lavons les mains de ce qui était fait avant. Justement, nous avons regardé la situation et nous avons réduit le déficit en 2017, 2018, 2019. De quelle façon ? Ensuite, eh bien effectivement, en regardant les dépenses et les recettes, de façon assez évidente. Mais quelles dépenses aviez-vous réduites à ce moment-là pour arriver à 1% de déficit ? C'est plutôt quelle recette alors ? C'est plutôt quelle recette ? Il y avait plus de recettes. Bah oui, ça s'appelle lutter contre le chômage de masse. Très bien. Aujourd'hui, il y a un problème de dépenses ou de recettes. Et quelles sont les recettes qui vous ont manqué principalement ?
Je viens de vous le dire. Pour être sérieux, le 2,8-10 ans Je français, suis sérieuse, monsieur. bien sûr, oui, se maintient à 2,8 aujourd'hui. Donc ça veut dire que les marchés ne sont pas affolés. Donc là, je vais dans votre sens. À la rigueur, on peut se dire effectivement, on n'a pas de raison d'être inquiet puisqu'il y a des acheteurs sur les marchés et les taux ne s'envolent pas. Seulement, on sait ce que c'est, il y a un délai d'inertie, donc les taux vont probablement s'envoler. Est-ce que dans l'état d'esprit des marchés, il y a une petite lueur qui est, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement pourrait taxer les super profits également, donc même s'il y avait de potentiels défauts de paiement, il y aurait de l'épargne à saisir et le gouvernement français pourrait malgré tout payer la dette de la France. Vous me posez une question pour me mettre dans l'état d'esprit des marchés, hein. Mais maintenant, direction l'Assemblée nationale. Et oui, Liselotte, passons maintenant à un extrait qui fait du bien. La semaine dernière, une intervention remarquable d'un député a largement été diffusée sur les réseaux sociaux et ovationnée pour sa pertinence et sa sincérité. Le député en question est Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national. Et il a d'ailleurs participé à la dernière commission d'enquête sur la perte de notre souveraineté énergétique. Alors cette information est importante car elle contextualise la colère du parlementaire, notamment quand il aborde l'un des plus grands scandales de ces dernières années, l'affaire Alstom. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, M. Marleix, puisqu'il a fallu 5 ans et que M. Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission... Je n'ai pas dit que c'était votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de M. Guémard était dans votre groupe. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de M. Montebourg, amener des documents au cabinet de M. Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Alors après cette somptueuse charge, le député en profite pour dévoiler les méthodes mafieuses des Américains pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ces méthodes sont pour le moins à peine croyables. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger technique à l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci. Pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Alors Jean-Philippe Tanguy évoque le cas Frédéric Pierucci, un ancien cadre d'Alstom retenu dans une prison de haute sécurité par les Américains en 2013, dans des conditions inhumaines, et qui nous avait fait l'honneur de sa présence il y a 2 ans pour un entretien que je vous invite à visionner sur notre chaîne YouTube. Et donc le député termine son intervention magistrale en pointant la faiblesse des macronistes et les contradictions majeures qui les rongent, notamment sur la question de la corruption. Vous n'en avez rien à faire que Julien Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe.
Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens, en leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous n'en avez aucun. Vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace? Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les 2 ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les États-Unis, enfin ça on ne saura peut-être pas parce que vous ne le dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France nous espionnent. Nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la dérange ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci. Voilà, donc ces 2 extraits qui paraissent antagonistes révèlent parfaitement les lacunes et les compromissions des macronistes avec notre souveraineté énergétique et monétaire. Gardez bien cela en tête pour les prochaines élections. On tâchera de le faire, le Gaudien. Oui, voilà, Merci. parce que ça approche, c'est en juin, donc faites bien attention à quel bulletin vous allez mettre dans l'urne.